Salut les copains! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé encore de poursuivre en quelque sorte cette rétrospective de nos débuts. En fait, nous voulons témoigner que le début du voyage n'est pas toujours le reflet exact de ce qu'on imaginait avant de partir. Alors ça, on s'en est rendu compte de notre propre expérience, mais aussi au travers de témoignages recueillis auprès d'autres voyageurs rencontrés sur la route. Exactement. Exactement. On se fait plein d'idées du voyage pendant des années pendant lesquelles on le prépare, ce voyage, et on idéalise tout en quelque sorte. Hein, c'est vrai que c'est souvent un rêve de très longue date pour tous les voyageurs. Et puis en fait, quand on part, et il faut quand même un temps d'adaptation parfois. Exactement. Alors on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des voyageurs chez qui ça ne se passe pas. Il y a des voyageurs qui sont tout de suite bien dans le voyage, qui sont tout de suite à fond. Mais on s'est quand même rendu compte, nous ça a été notre cas, et on s'est rendu compte que c'était le cas de nombreux voyageurs qu'on a croisés. Ça nous a rassurés un petit peu. Ça nous a aussi rassurés, et en fait voilà, aujourd'hui c'est aussi ça le but de ce témoignage, c'est pour ceux qui vont partir ou ceux qui sont en cours et qui sont par exemple en difficulté, etc., de vous dire que vous n'êtes pas seul, que finalement c'est un sentiment assez fréquent. Ah, c'est normal, presque. Voilà, c'est ça. Donc ne vous inquiétez pas, et pour ceux qui ne sont pas encore partis, peut-être que vous vous souviendrez de nos paroles et que quand vous rencontrerez, si vous les rencontrez, ces difficultés, vous vous direz peut-être « Ah, je panique pas parce qu'en fait, je me souviens, les Nesta en avaient parlé, et c'est quand même un truc qui est assez fréquent, donc je ne panique pas, j'ai pas fait quelque chose de mal, c'est pas que je m'y prends mal, c'est juste qu'il me faut un temps d'adaptation. » Voilà, exactement. Tout ne se passe pas forcément comme prévu. Il faut aussi, en fait, tout simplement, que chaque personne de l'équipage trouve sa place, parce que en général on quitte une maison plus grande, plus spacieuse, et il faut apprendre à vivre dans un espace très confiné. Il faut 24 heures sur 24 ensemble. Ça c'est sûr. Il faut apprendre à faire l'école, parce que en général pour la plupart des voyageurs, avant les enfants étaient dans des structures classiques, donc finalement on gère les devoirs, mais c'est tout. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre, et voilà, c'est le but de ce témoignage aujourd'hui. Et pour vous expliquer un petit peu notre évolution. La nôtre, c'est vraiment important parce que forcément, chaque personne a son propre rythme. Là, on vous parle de notre propre expérience. Voilà, on va revenir sur le début du voyage, sur les débuts et les différentes étapes qui ont amené à nous faire évoluer et à profiter du voyage pleinement. Donc, pour petit rappel, nous avons décollé de France le 12 août 2018 pour arriver au Canada. À Toronto. Et donc là, on a fait une première boucle en camping-car de location. Alors ça compte pas réellement comme le point de départ de notre aventure, parce que pour nous, c'était des vacances avant le voyage. Exactement. Donc on s'est comporté comme des vacanciers, comme des touristes en vacances tout simplement. On avait un itinéraire assez précis de ce qu'on devait faire, parce qu'il fallait aussi qu'on soit à Halifax pour récupérer le camion à une certaine date. Alors on mettra une petite carte pour le trajet Toronto-Halifax. On en garde vraiment un excellent souvenir, mais c'était pas le début de l'aventure, il n'y avait pas de difficulté, on faisait pas l'école, c'était pas notre propre maison, donc c'était pas notre véhicule, c'était très différent. Ouais, on l'a vécu comme des vacances. Le vrai départ commence le 29 août, quand on récupère Nestaman au port d'Halifax. Alors au tout début, on a vu des choses vraiment magnifiques, notamment, je pense là par exemple aux baleines. Ah oui. Les baleines, on a réussi à en profiter, vraiment. Mais uniquement le temps sur le bateau. C'était déjà pas mal, mais on a réussi à lâcher prise
et à profiter du spectacle qui était grandiose, parce qu'en plus, on vous l'avait expliqué dans la vidéo à l'époque, on avait eu une chance de dingue d'avoir une météo avec le fleuve Saint-Laurent comme de l'huile. Ils avaient refait une sortie rien que pour nous, donc on avait profité des baleines sans qu'il y ait d'autres bateaux de touristes, etc. Enfin, c'était un moment vraiment suspendu. Magique. C'était exceptionnel, vraiment formidable. Là, on a réussi à profiter du moment, mais pour le reste, il y avait toujours un peu de stress. On n'arrivait pas à lâcher prise, en fait, et à quitter nos vies parisiennes d'avant. On était toujours dans ce stress un peu du métro boulot dodo, il n'y en avait plus pourtant, mais on avait les travaux sur le camion à faire, etc. Et c'était pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rêve de très longue date, et pourtant, on se mettait la pression. On n'y arrivait pas, enfin je sais pas après quoi on courait en fait, c'est ça. Et on avait une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est que l'hiver arrivait. Voilà, et on est déjà fin septembre à ce moment-là au niveau de Tadoussac et des baleines. Et on est déjà fin septembre et l'hiver arrive au Canada dès le mois d'octobre. L'hiver vient. L'hiver vient, pour ceux à qui ça parle. Et du coup, on a tout le Canada traversé sur notre itinéraire qu'on a prévu pour rejoindre les Rocheuses canadiennes avant cet hiver et pouvoir descendre aux États-Unis par des parcs qui seraient encore ouverts avant l'hiver. Et par exemple, sur cette route, on s'est arrêté au fleuve... non, ça je viens de le dire. Supérieur. On s'est arrêté au lac Supérieur, qui est le plus grand lac d'eau douce au monde. On en a quand même profité, parce qu'on a quand même sorti les kayaks pour faire une sortie dessus, parce que même si l'eau était à 6 degrés et tout ça, on a voulu y aller. Ouais, mais au final, ce que vous voyez pas là sur les images, parce que je pense que je vais vous mettre des images en fond en même temps. Là, par exemple, on est en gilet, donc les garçons ont leur brassard, comme vous pouvez le voir, mais comme l'eau était froide, par mesure de précaution, en dessous, on a tous nos combinaisons néoprène, au cas où, si on tombe dans l'eau. Donc, l'eau est très très froide. Elle était à 6 degrés, donc pour des Français, c'est froid. Hein. Mais on reste seulement 2 jours à ce bivouac-là, au bord du lac. C'était une seule nuit. Et on sort les kayaks et finalement on les range mouillés pour partir. C'est quelque chose qu'on ne fait plus, ça, finalement. Parce qu'on avait toujours ce petit stress, parce qu'il fallait avancer. Il fallait rouler. Voilà. Et parce qu'on n'avait tout simplement pas encore trouvé notre rythme. Alors, quand on repense à tout ça, oui, on a vu des belles choses, on a réussi à profiter, mais il y a quand même un petit sentiment derrière, un sentiment un peu étrange de ne pas avoir complètement profité des lieux comme on a pu le faire après. La sensation d'être passé un petit peu à côté de quelque chose, quoi. Maintenant, on vous disait qu'on avait parlé avec des voyageurs. Par exemple, il y a des voyageurs qui nous expliquaient avoir préparé leur véhicule pendant de nombreuses années. Et pourtant, au début du voyage, les 3-4 premiers mois, ils ont même cru qu'ils allaient rentrer. Ils se sont dit, on s'est planté, il y a quelque chose qui va pas, ça va pas, on n'y arrive pas, on est super stressé, on n'est pas patient avec les enfants. Alors qu'en général, le but d'un voyage en famille, c'est d'avoir le temps de profiter de la vie avec sa famille. Et puis là, finalement, les enfants mettent un pied de travers et puis on s'énerve et on crie, etc. Enfin, on essaye de faire l'école, mais ça marche pas parce qu'on n'est pas détendu. Alors parce qu'on n'est pas des profs à la base et qu'on n'a pas forcément les bonnes attitudes à adopter. Mais comment vous voulez que ça se passe bien quand d'entrée de jeu, en fait, les enfants n'ont pas forcément envie parce qu'il y a un rythme à prendre, et puis les parents sont stressés, donc on communique notre stress aux enfants. Donc on n'est pas dans le bon état d'esprit. Non, c'est un cercle vicieux, en fait. Il n'y a rien pour que ça se passe correctement. Du coup, nous, au tout début, avec les travaux du camion, etc., on a même carrément, on vous le dit honnêtement, on a laissé tomber l'école parce qu'on n'y arrivait pas. Ça rentrait pas dans l'emploi du temps, on n'y arrivait pas. On s'est dit qu'on allait commencer l'école à partir du moment où le camion serait un peu plus fini, en fait. Ouais. Donc voilà, ça nous tient vraiment à cœur de partager ça avec vous parce que y a tout à apprendre. On n'est pas des nomades nés C'est ça.
Et puis il faut aussi trouver des Faut endroits rappeler pour... que c'est notre premier camping-car, voilà. Voilà. Et il faut trouver des endroits pour s'arrêter, il faut vider l'eau, il faut remplir, faut avoir des autorisations pour avoir le droit de se stationner à l'endroit où on veut pour éviter de se faire jeter en pleine nuit parce que c'est jamais agréable quand quelqu'un vient taper à la porte à 3 heures du matin. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé quelques fois, mais maintenant on relativise plus et en général on le sait quand on se pose à un endroit pas complètement autorisé, on sait que c'est un risque qu'on accepte maintenant. Mais notre état d'esprit a beaucoup évolué par rapport au début. Et du coup, je crois qu'il y a eu une première étape qui s'est faite au niveau des Badlands et des parcs de Banff et Jasper, donc vers les Rocheuses canadiennes. Déjà au niveau des Rocheuses canadiennes, à l'ouest du Canada, à 4500-5000 km du départ d'Halifax. Donc déjà beaucoup de routes. Déjà beaucoup de routes. Et à ce moment-là, déjà, on commence à un petit peu plus profiter des lieux et des journées. En fait. Là, quand on y repense, on a de meilleurs souvenirs. On a des... Alors, pour nous, le Canada, c'est ça qu'on a retenu, en fait. Alors qu'on a traversé 5000 km. C'est ça. En fait, on a un petit peu gâché. Je dirais, c'est un mot fort, mais quand on repense, on se souvient pas de tous les bons moments du début. À partir de là, on a commencé à profiter, à faire des balades en étant détendu. Ouais. On se baladait, je me souviens, dans les Badlands, qui est, vous pouvez le voir, un paysage lunaire où on avait l'impression d'être sur une autre planète. Donc c'est un lieu où a été retrouvé un grand nombre de squelettes de dinosaures entiers. Si vous voulez en savoir plus sur ce lieu exceptionnel, donc on vous invite à aller voir le petit i qu'on met en haut. C'était vraiment un chouette moment. Et là, quand on y repense, on a profité. On s'est baladé toute la journée, sans stress, en profitant avec les enfants, en les laissant grimper parce qu'il y avait... Alors, il y a des endroits où c'est interdit. Il y a un endroit dans ce parc où le ranger nous avait dit que là, on avait le droit de se balader, de monter sur les petites buttes, etc. Ouais, on avait en plus la petite carte des lieux avec les différentes randonnées à faire, le temps de chaque. Et on s'est dit, allez, on enchaîne. Voilà, et on s'est baladé sans stress toute la journée en laissant les enfants monter ces petits monts, en fait, où c'était autorisé. Je tiens à le préciser parce qu'on n'est pas du genre à braver les interdits et à dégrader la nature quand c'est pas autorisé. Donc, enfin, voilà. Et là, c'était agréable. Et ensuite, pareil à Banff, pareil à Jasper. De Banff, de Jasper, qui sont dans les Rocheuses canadiennes et qui offrent des paysages absolument grandioses. Et là, on a su en profiter. On a sorti les vélos, on s'est baladé, il faisait 1 degré ou moins 1 degré, je crois, quand on était en balade en vélo. C'était pas grave, on en profitait. C'était notre première étape, notre première prise de conscience, le moment où on a commencé à être moins stressé et à profiter plus du voyage. En allant toujours un petit peu vite par rapport à notre rythme actuel. C'est ça. C'est le lac le plus brûlé des Rocheuses canadiennes. On continuait par contre d'avoir un rythme plus soutenu. Bouger quasiment tous les jours. Parce qu'en fait, on avait toujours cette épée de Damoclès de l'hiver au-dessus de la tête.
Alors, notre camion est tout à fait conçu Oui. pour pouvoir rester dans des températures très froides. Sauf que nous, on voulait absolument voir le parc de Yellowstone. Alors, on en avait parlé avec les enfants et on voulait voir ce super volcan éteint pour l'instant. On voulait voir les geysers, on voulait voir tout ça. Mais on voulait voir tout ça avant l'hiver, parce qu'il est gigantesque ce parc, qui fait 100 km du nord au sud. Et le problème, c'est qu'en hiver, certaines routes ferment. Et donc, à partir du moment où certaines routes ferment, on peut plus tout voir. Et nous, on voulait tout voir de ce parc. Donc c'est pour cette raison qu'on continuait quand même d'avancer avec un rythme soutenu, même si on avait enfin commencé à profiter des instants en famille, à faire nos petits feux de camp le soir. On avait commencé à prendre des habitudes. Et je resitue un petit peu chronologiquement. On est passé aux États-Unis après les parcs de Banff et Jasper. On est passé aux États-Unis pour passer dans le parc de Yellowstone le 12 octobre, précisément. Et la semaine précédente, il avait déjà neigé. Donc on avait cette angoisse un petit peu que tout soit fermé. Et on a eu de la chance, quand on est passé, on a eu une semaine de redoux et tout a rouvert. Donc on a enchaîné nos parcs de l'Ouest américain. Et on est descendu par Salt Lake City, descendu jusque dans l'Utah, le Colorado. En vous avouant très honnêtement qu'en fait on n'attendait rien des États-Unis. Enfin moi, personnellement, toi un peu plus. Pour moi les États-Unis, il n'y avait rien à prendre de ce pays et quelle erreur. Mais qu'est-ce qu'on a aimé l'Ouest américain, on a enchaîné. Pour toi, c'était un lieu de passage entre le Canada et le Mexique finalement. C'était juste un lieu de passage obligé. Et on a enchaîné des parcs, mais tous plus beaux les uns que les autres. D'ailleurs, on vous met là quelques images de nos parcs parce que c'était génial. Extraordinaire. Ouais, franchement, on garde un des meilleurs souvenirs du voyage jusque-là. Ouais, c'était vraiment extraordinaire. Et donc, comme Tom l'a dit, on rentre aux États-Unis début octobre, mais quand on rentre, il nous reste qu'un mois. Un seul mois parce qu'on avait passé la frontière américaine au niveau des chutes du Niagara déjà au mois d'août. Donc déjà 2 mois auparavant. Pour aller faire notre boucle à New York et à Boston. Donc quand on rentre aux États-Unis, il nous reste un mois. Un mois. Donc finalement, on a encore cette pression du temps. Une autre pression. C'est plus la pression de l'hiver, c'est la pression finalement du temps à passer sur le pays qui est absolument énorme. Et le douanier, quand on est passé du Canada aux États-Unis, nous avait dit vous ressortez au Mexique et vous rentrez, on vous rendra 3 mois en tant que Français. On avait pourtant lu sur plein de blogs et plein de forums que c'était impossible, qu'il fallait pas ressortir sur les pays limitrophes. Donc on avait des doutes, mais c'est quand même un douanier qui nous le dit, il avait l'air sûr de lui. Donc on se dit c'est ce qu'on va faire, mais il fallait quand même avancer le plus vite possible pour ne pas être encore tout en haut du pays pour repasser par le Mexique. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Et donc, on fait la plupart des parcs de l'Utah, etc. Et il nous reste le Grand Canyon à faire. On peut pas passer à côté, mais il nous reste que 3 jours. 3 jours, c'est le temps nécessaire pour rejoindre la frontière mexicaine. Alors, on fonce. On décide de rouler pour aller passer la frontière mexicaine. On se retrouve au Mexique, on y reste 2 jours, on repasse, et effectivement, sans aucun problème, ils nous rendent 3 mois. Ils nous rendent 3 mois. Donc là, on remonte, où on s'est arrêté, au Grand Canyon. Et en fait, ça y est, là c'est notre deuxième vrai déclic. Ouais, le vrai déclic. Parce que c'était la première fois du voyage qu'on ne courait plus après quelque chose. On ne fuyait pas la météo et on ne courait pas après le temps. On avait de nouveau 3 mois. On était donc libre de gérer notre temps, nos visites, comme ça nous chantait. Et c'est là qu'on a commencé à trouver notre rythme. Nous sommes restés 10 jours au Grand Canyon. Ouais, 10 jours en pleine forêt nationale, juste à côté de l'entrée du parc du Grand Canyon. Donc on bougeait quasiment tous les jours pour aller voir ce parc absolument gigantesque et magnifique. Et on a pris le temps, on a soufflé. Tous les soirs, c'était feu de camp. C'était du temps passé avec les enfants, du vrai temps précieux. On bougeait le camion tous les jours pour rentrer dans le parc, mais on revenait toujours à cet emplacement qui était presque toujours libre, sauf une fois. Quelqu'un nous avait piqué notre place, vous vous rendez Incroyable. compte? Donc, et en fait, les enfants avaient même fait un immense circuit de terre. Ouais. Et donc tous les jours, quand on revenait, ils pouvaient ressortir leur voiture et rejouer sur leur circuit, etc. Notre feu, on avait tellement fait un brasier le premier jour qu'on rentrait le soir. Chaque soir, on revenait, on remettait du bois et ils repartaient. Ils repartaient direct. Donc, voilà, c'était notre petit emplacement. Et on a fait une super grande randonnée à la journée complète. Bon, c'était. On vous la déconseille en une journée. Ouais, hein. C'était une erreur. On vous mettra aussi le petit sur la vidéo du Grand Canyon. Et le soir, on est rentré, on n'en pouvait plus, on était épuisés. Le lendemain, plein de courbatures, surtout moi et Alison aussi. Tom se levait du lit, il était aïe. Horrible. Il avait mal partout. Les enfants n'ont rien, pas de courbatures.
Un tout petit peu. Un tout petit Ils peu. avaient dit que ça avait un tout petit peu mal aux jambes, alors pour que nos enfants aient mal aux jambes, c'est bien la preuve que c'était hard. Et c'est la première fois aussi où on a décidé de faire une journée off. C'est une Une journée journée pyjama. Chacun fait ce qu'il veut et reste dans le camion ou joue avec ce qu'il veut. Enfin, C'est la seule journée pyjama que nous ayons faite depuis le début. c'est vrai. On avait des courbatures, on était fatigués de la randonnée parce que On s'est fait un dimanche. on s'est fait un petit peu avoir. Si ça vous intéresse d'aller voir les explications dans la vidéo, mais on a dû finir à la frontale de nuit, il gelait et tout ça. La fin de la randonnée a été difficile, c'était Ouais. un petit peu la galère. Et le lendemain, donc oui, on s'est dit, on reste en pyjama toute la journée et on s'est fait notre première journée complètement off. Ouais. C'était agréable. Et en fait, bah vous voyez, on s'en souvient de celle-là. C'était agréable d'enfin avoir le temps. Et puis bon, bah maintenant, vous savez que depuis, nous avons trouvé notre rythme et nous sommes devenus des voyageurs Lents. ultra lents. Et je reviens sur le Grand Canyon, justement, c'est là qu'on a commencé à prendre le temps. Et c'est là qu'on a commencé aussi à faire les montages vidéo, en fait. Oui. Enfin, on trouvait le temps de pouvoir regrouper nos fichiers, qui n'étaient pas nombreux à l'époque, parce qu'on filmait pas aussi automatiquement maintenant. Et on a sorti notre première vidéo à ce moment-là. Notre vidéo de présentation qui n'existe plus sur la chaîne. Alors parfois, certains nous demandent pourquoi il n'y a plus la numéro 1. En fait, avec la Explication. avec la nouvelle loi COPPA, vous savez elle a été créée pour protéger les enfants. Donc, il ne faut pas que ce soit une chaîne. Donc, notre chaîne n'est pas destinée à un public d'enfants. C'est pas une chaîne Ni familiale. faite par les enfants. Mais il ne faut pas non plus que les acteurs principaux soient des enfants. Voilà. Et dans cette première vidéo, c'était les enfants qui vous expliquaient tout notre projet. On se présentait, mais c'est les enfants qui parlaient. Donc, par a mesure préféré, de précaution, et pour ne pas être embêtés, nous avons préféré enlever cette vidéo plutôt que de risquer des problèmes, en fait. Mais Exactement. on peut quand même vous mettre quelques images, là, tout de suite, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait. À l'époque, c'était notre toute première vidéo qu'on a sortie là-bas. Parce que ça y est, on avait enfin trouvé notre rythme de croisière. On avait réussi à tout caler. On vous met quelques images. Vous connaissez Nesta autour du monde? Non. Eh ben c'est nous. Nesta, c'est N comme Nathéo, E comme Enoa, S comme Saona, T comme Thomas. A comme Allison. Ensemble, nous formons une Nesta. Et pourquoi autour du monde? Ben, parce qu'on est parti pour un voyage au long cours de 3 ans, durant lequel nous avons traversé Les Amériques du Nord au Sud, puis l'Afrique australe. Et Nestaman, vous connaissez? C'est lui. C'est notre super maison roulante 4x4. Ce projet fou est un rêve de nos parents depuis très très longtemps. Et là, nous avons décidé qu'il était temps de le réaliser. Car c'est pour nous le bon moment. Il faut dire que dans la famille, on aime les voyages, l'aventure, le sport et surtout être ensemble. Et pour répondre à tous les gens qui ont demandé à papa et maman, et les enfants, vous en faites quoi? Oui, ils nous ont emmenés. Et leur travail, entre parenthèses, le temps du voyage. Et la maison, les voitures, vendues. En fait, on est comme ça dans la famille. Quand on a une idée en tête, plus rien ne nous arrête. Pourquoi ce voyage? Pour profiter en famille et surtout prendre le temps de profiter de la vie. Pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, faire de rencontres, voir plein d'animaux. Des baleines, Des requins, des lamas, des éléphants, des zèbres, des crocodiles, des léopards, des pingouins, des tortues, des dauphins, des girafes, des lions, des poissons de toutes les couleurs. Vous voulez suivre nos aventures? Alors abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. À bientôt les copains. Ensuite, il y a un autre petit point que nous aimerions aborder pour aider les voyageurs en cours ou les futurs voyageurs. Vous allez nous prendre pour des idiots. Parce que, on l'a été. C'est-à-dire, je m'explique. Il faut accepter
qu'il y aura des frais à faire sur son véhicule. Ouais. Peu importe le véhicule, cher, pas cher, récent ou pas récent, il faut accepter qu'il y aura des frais à faire dessus. Alors il y a quelques voyageurs parfois qui partent juste une année, qui ont beaucoup de chance et qui ne font vraiment pas grand-chose, mais c'est extrêmement rare. Carrément. Et nous, on a été idiots. Oui, parce qu'on a acheté un camion qui était le double de notre budget, on vous l'a expliqué dans la vidéo de dimanche dernier, et un camion très récent, un camion de 2014, on l'a acheté, il avait 3 ans. On pensait, on imaginait, on rêvait. Et il avait qu'on moins de ait- 50 000 km C'est quand on ça, l'a 48 000 km quand on l'a acheté. Donc on imaginait qu'il n'y ait aucun problème mécanique ou Si, autre, si. ou même dans la cellule, dans l'habitat, etc. Si, je vous assure, on a vraiment cru ça. On s'est dit, nous, notre camion, Nestaman, il est Invincible. invincible. On n'aura jamais de problème avec lui. Bon, ça, c'est une grosse erreur. En fait, il faut l'accepter. Il faut savoir relativiser. Et ça, la première fois, en fait, quand on avait fait notre test froid, dont on vous a parlé justement dimanche dernier, on avait eu un problème avec le chauffage et on n'avait pas réussi à le régler avant de partir. On était allé voir un spécialiste à Lille. Ouais. On avait laissé le chauffage pour la réparation, etc. Et quand on l'a récupéré, on pensait que c'était bon. Ouais, enfin, il avait quand même pas l'air très sûr de lui. Il connaissait pas vraiment le système. On n'est pas tombé sur le meilleur spécialiste au final. Et on l'a remonté et on était au Canada en fait. Voilà, on a fini de remonter le système parce que c'était pas fait avant de notre départ au Canada. Et quand on a voulu le mettre en route au Canada, il marchait pas. Ça marche pas. Et du coup, on est allé chez un spécialiste au Canada parce qu'ils ont le même système Eberspacher là-bas. Tous leurs poids lourds sont montés avec. Par contre, on n'avait pas pensé à une chose importante, c'est que nous, on avait un modèle européen. Au Canada, ce sont les modèles américains. Sur le principe, le chauffage est identique, sauf que les connecteurs, je sais C'est pas, ça, ouais, les connecteurs sont ne pas les sont mêmes. pas les mêmes puisqu'il y en a européens et américains. Voilà. Et donc, ils ne pouvaient pas juste nous changer la pièce qu'ils pensaient défectueuse. Et en fait, on a été obligé de changer tout le bloc chauffage. Sinon, il fallait commander la pièce, Attendre que ça attendre arrive. qu'elle arrive. Et d'Europe. c'était la période où on était donc au Canada. Et on avançait vite, on fuyait l'hiver, etc. On voulait pas se bloquer très longtemps. Donc, on a décidé de changer tout le chauffage. Mais ça avait un coût important. Je me souviens plus parce que j'ai pas la... 1500 $ canadiens. 1000 euros. Voilà, déjà 1000 euros, paf, alors que ça faisait quelques semaines qu'on était parti. Ça a été un coup dur pour nous. Ouais. Parce que, vraiment, dans notre esprit, franchement, c'était idiot, mais on s'était dit qu'on C'était n'aurait idiot. jamais de soucis. Non, on n'avait pas du tout même prévu ce genre de dépenses. Donc voilà, ça c'est une erreur. La deuxième fois qu'on a eu un souci, c'est un souci rarissime visiblement sur les camions, c'est que notre chronotachygraphe s'est désynchronisé. Alors il faut savoir que sur les nouveaux modèles, le chronotachygraphe en fait fait partie de la conception du camion. Alors pour ceux qui savent pas, je vais peut-être être un peu plus précise, le chronotachygraphe c'est cet engin qui permet de... Au conducteur de mettre sa carte dedans et en fait d'avoir un contrôle sur les temps de conduite, les temps de repos et tout ce qui concerne le véhicule, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il va conduire, etc. Voilà. Donc ça c'est pour les routiers, c'est un mouchard en quelque C'est sorte. un outil de contrôle par les autorités. Sauf que, donc nous, c'est un poids lourd, il est équipé du chronotachygraphe, mais nous ne sommes pas soumis au chronotachygraphe. Puisque notre camion a été transformé en VASP caravane, donc il est plus soumis à ses temps de conduite, temps de repos, etc. Nous, on peut rouler les week-ends où les camions sont interdits, etc. parce que Il est camping-car. on est camping-car. Mais donc ce truc s'est désynchronisé et nous a bien embêtés parce que on n'en a pas besoin, c'est une pièce inutile mais qui faisait bugger complètement notre camion. Voilà, parce que ça faisait un conflit avec le compteur kilométrique qui, lui, ne fonctionnait plus du coup. Et à chaque fois qu'on passait la 5e vitesse, il pensait qu'on était à l'arrêt. Donc on avait un temps d'arrêt. Alors dans les montagnes, je vous raconte pas, c'était un peu galère. Mais on s'était renseigné auprès d'un mécano en France. On avait eu la chance d'avoir contact avec un bon mécano qui acceptait de faire même des WhatsApp vidéo pour nous indiquer. Sur son temps personnel avec Voilà, le décalage sur le temps horaire. perso. Et il nous a assuré qu'il n'y avait aucun danger lié à la mécanique, qu'on pouvait attendre de trouver un garageman pour régler ce problème. Et Parce quand que- on avait ce problème, on était aux États-Unis. Au début des États-Unis, et il n'y a pas de garageman aux États-Unis. Le premier, il était au Mexique. Donc du coup, on a dû rouler comme ça pendant tous les États-Unis. Il nous avait aidé à nous dire où était la sonde du chronotachygraphe. Ouais. Donc quand le camion voulait plus avancer, on la démontait, on la remettait et Exactement. il repartait. Alors on était toujours en conflit. Mais on s'en est quand même tiré, Oui, mais on l'a mal vécu. mais on l'a mal vécu. C'est ça, la chose sur laquelle on veut appuyer, c'est qu'on a mal vécu tout ça. C'était un problème électronique sur lequel on n'était pas du tout maître et qu'on pouvait pas régler. Et c'était encore une dépense à prévoir, qu'on savait qu'on allait faire dès le Mexique.
Quand on est arrivé au Mexique, on a réglé ce petit problème et on a discuté avec d'autres voyageurs, notamment une famille qui était aussi en camion-man. Et puis ils nous ont aussi dit, on leur a dit, mais vous aussi vous avez des problèmes? Et ils nous ont dit, bah oui, hein, mais tout le monde a des problèmes. Et là on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a été idiot de croire que Nestaman était invincible et qu'on n'aurait pas de problème. Alors on a eu que ça comme problème, c'est pas énorme. Mais c'était gênant et on n'était pas préparé et c'était une grave erreur. Il faut être préparé et se dire qu'il y aura des petits soucis. D'ailleurs, je rebondis, je reçois souvent des questions en privé de gens qui me disent, qui envisagent de partir et qui me posent des questions de me dire, et si vous avez un problème à tel endroit, si vous tombez en panne, si vous avez ça et qu'il n'y a pas de garage dans ce pays, mais comment vous faites? En fait, bah ça on peut pas répondre. Il faut accepter de trouver la solution Quand au le moment problème voulu. arrive. Voilà. Voilà. On a eu un problème, on a quand même réussi à attendre jusqu'au Mexique pour faire réparer. S'il faut, on se fait remorquer, s'il faut... Enfin, peu importe, il y aura toujours ça. une solution à trouver au C'est un problème. travail qui a été long à faire sur nous, Ouais. mais aujourd'hui, on est capable de le faire, de relativiser les problèmes et de trouver une solution quand le problème se présente. Et pas les, enfin, on peut anticiper certains problèmes, mais on peut pas tous les anticiper. Donc, il faut accepter ce fait-là. Ça fait partie du voyage au final. Quand on est voyageur au long cours, des problèmes sur le véhicule, des moments où on sera dans un garage pendant un jour, plusieurs jours, une semaine, attendre une pièce de l'Europe s'il faut, etc. Ça fait partie du voyage. Ça arrive. Il y a aussi pas mal de voyageurs qui parfois font un aller-retour pour aller chercher une pièce en Europe, plutôt que de l'attendre avec les frais de douane, etc. En parlant d'aller-retour, on va rebondir là-dessus pour les pneus. Les quand, pneus du camion. ouais, quand on a crevé les pneus et qu'il a fallu les changer, On était persuadé de pouvoir changer nos pneus au Mexique à la base, avant de passer en Amérique centrale et en Amérique du Sud. parce qu'on avait des pneus Michelin et que des magasins Michelin, il y en avait absolument Alors, partout au Pour Mexique. Nous, idiots comme nous sommes, un magasin Michelin est capable d'avoir des pneus Michelin, quels qu'ils soient. Bah non. Eh ben non. Et en fait, à Cancun, on a crevé Deux dans fois. les alentours de Cancun, on a crevé 2 fois en 2 semaines. Ouais, et une fois où on a explosé le pneu, on a eu de la chance de pas se mettre au tas parce que tu roulais à 90 à ce moment-là Ouais, quand, sur on la a, route, quand ouais. le pneu a explosé. Ça nous a quand même fait tout drôle, mais on s'en est bien sorti. C'est fait peur, mais on a réussi à bien gérer les choses et à changer le pneu sur le côté. Et on se retrouve à ce moment-là sans roue de secours. Et pour nous, c'est impensable de continuer de rouler sans roue de secours. Voilà, il nous faut quand même au moins une des deux. On en avait 2. Et puis c'était une période un petit peu particulière. Ceux qui nous suivent depuis longtemps connaissent déjà un petit peu l'histoire, donc je vais faire vite. C'est que normalement on était censé prendre le bateau pour aller en Colombie, déjà à l'époque. Et le frère de Tom, avec sa femme et leurs 3 enfants, nous rejoignait pour des vacances d'été en Colombie. Mais Et on donc est déjà là, début juillet. c'est ça. Et là, on n'a plus de roue de secours. Donc en fait, on leur a exposé la situation en leur disant que nous, on était prêts à rouler sans roue de secours parce que si au pire on était bloqué quelque part sans roue de secours, on accepte le truc. Nous, on est voyageurs, on n'est pas pressés. Par contre, eux, si on crevait avec eux, ils pouvaient se retrouver bloqués. Ou si Bloqué sur le bord d'une route pour des vacances, trop bien. ou même pire, et, on pouvait rouler jusqu'à Veracruz, crever à ce moment-là. Là, on savait qu'il n'y avait pas nos pneus, il n'y avait pas de notre taille de pneus au Mexique. Et on n'aurait pas pu prendre le bateau qu'on aurait réservé, on aurait perdu beaucoup d'argent, etc. Bref, pour faire simple, ils ont décidé de nous rejoindre au Mexique. En passant par la Colombie. Oui, en passant par la Colombie, donc ça leur a fait un surcoût, mais ils ont préféré jouer la sécurité. Et pour nous, c'était plus simple parce que quelque part, on leur a fait un circuit qu'on avait déjà fait, donc on était en terrain connu. Voilà. Et c'était vraiment un chouette circuit qu'on a pu faire avec eux. Et après maintes et maintes recherches de pneus du coup au Mexique, impossible d'en trouver sur le territoire mexicain. La seule solution qui s'offre à nous, après vraiment étude de toutes les possibilités. Je sais pas, on a dû faire 50 garages différents. Ah ouais, on est allé partout à Cancun, et il y en a des à magasins. Playa, C'est grand, machin, à on Playa a fait del Carmen, sur partout. toute la route jusqu'à Tulum. Enfin, c'était grosse recherche, on n'a pas réussi. Et la seule solution qu'on trouve, c'est de retourner aux États-Unis pour en chercher. À ce moment-là, je loue une voiture, un pick-up avec une benne à l'arrière, pour aller chercher 4 pneus neufs au Texas, donc l'état le plus proche de là où on se trouve, mais qui est déjà à 3200 km de là. Parce qu'en fait, ça nous coûtait moins cher que Tom prenne un pick-up de location, plutôt que de rouler avec Nestaman et faire 8000 km en consommant 25 litres au 100. Et surtout, le risque de crever encore sur ces 3200 km là. Exactement. Parce qu'on aurait pu rentrer effectivement aux États-Unis avec le camion, l'échanger sur place, revenir au Mexique. Mais non, on a préféré cette solution-là. On a loué pendant 8 jours un pick-up, j'ai fait l'aller-retour, donc 6400 km en 8 jours pour aller chercher 4 pneus. Juste pour ceux qui ne se rendent pas compte, le pick-up était indispensable parce que un pneu, juste le pneu, sans jante, fait 105 kg.
Et ils font 1m10, 1m20 de Ouais. grandeur. Donc dans la benne, ça rentrait tout juste, les 4 pneus, c'était parfait. Donc quand on a eu ce petit problème de pneus, alors c'était pas une panne mécanique, mais là ça y est, on avait accepté le truc. Enfin, On a trouvé la solution à notre problème. on avait un Après problème. beaucoup de recherches. À ce moment-là, on a trouvé une solution. On n'a pas paniqué, on s'est pas énervé, on a étudié, recherché, on a discuté ensemble des possibilités qui s'offraient à nous. Et voilà, on a choisi et on a réglé le problème. C'est ça. Donc maintenant, par rapport aux futurs problèmes, parce qu'on en aura forcément des casses, des pannes, etc. sur le camion, maintenant on l'a accepté. On est conscient que ça fait partie du voyage. On se stresse pas par rapport à ça. Oui, il y a des pays où il n'y a pas de garageman spécialisé, parce que c'est l'inconvénient de notre véhicule. Il est de 2014. Donc même si l'ancien propriétaire avait choisi un modèle avec le moins d'électronique possible, Mais il y on en a quand quand même. C'est impossible de ne pas en avoir du tout sur un véhicule aussi récent. Donc parfois, on peut avoir des difficultés s'il n'y a pas de garage man et que ça touche un problème électronique. On accepte le truc. Ok, là en Colombie, il n'y en a pas. Si on a un problème, on sait qu'on peut être en difficulté, mais il y en a en Équateur. Donc on pourra toujours trouver une solution. Exactement. On se stresse plus, on l'a accepté. On a accepté tout genre de problèmes. Un peu comme le problème que tout le monde vit à l'échelle mondiale en ce moment, le confinement. Nous, on l'accepte sans problème. C'est quelque chose qui est devenu naturel pour nous. On est arrivé ici, dans ce lieu, et on sait qu'on est bloqué peut-être pour plusieurs mois. Et c'est pas grave, on l'accepte. Ça fait partie du voyage, ça fait partie des imprévus. On n'a pas le choix. Maintenant, nous, on est conscient que ça peut durer longtemps. S'il faut rester plusieurs mois ici, on restera plusieurs mois ici. Ouais. Tout simplement, en fait. Exactement. On accepte ces choses-là. Oui. On supporte mieux tous ces imprévus. Ça nous a changé. Mais il nous a fallu du temps pour ça. Il nous a fallu quelques mois quand même pour nous adapter à toute situation. Voilà, c'est le but de ce témoignage. C'est vraiment qu'il puisse servir aux futurs voyageurs. De ne pas vous retrouver aussi affecté par le premier problème sur le véhicule, parce que franchement, nous, ça nous a mis un coup. Je crois même que j'ai pleuré. Oui, bien Je sûr. crois que j'ai pleuré, j'ai dit mais on a acheté un véhicule à 155 000. Je dis mais comment c'est possible? Regarde, c'est la deuxième fois, on vient de commencer. Ouais. Et en fait non, faut l'accepter. Et on trouve des solutions. Et c'est là qu'on devient encore meilleur en étant voyageur. C'est que oui, des problèmes il y en aura, divers et variés. Un confinement, des problèmes mécaniques, des problèmes de visa, il y en aura toujours. Mais en fait, il y a toujours des solutions aux problèmes, et après on a même le choix de choisir la solution qui nous convient le mieux au final. Donc voilà, c'était un petit peu le mot de la fin, c'est vraiment savoir relativiser face aux problèmes. On espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, un petit flashback sur le début de nos aventures, mais on tenait vraiment à partager tout ça avec vous. Et puis on se dit que ça peut vraiment être utile pour d'autres voyageurs, donc on espère que ça pourra vous aider. Voilà, c'était un petit peu le mot de la fin, c'est vraiment savoir relativiser face aux problèmes. C'est valable pour tout en fait. Exactement, et surtout quand on est voyageur. On espère que cette vidéo pourra être utile à des futurs voyageurs ou même à toute personne dans n'importe quelle situation. Oui, au final, ça peut s'appliquer dans la vie courante. Et on espère que ce petit flashback encore sur le début de nos aventures vous a plu. Et si c'est le cas, un petit pouce. Voilà, un petit pouce. Et on vous dit à la prochaine vidéo les copains. Bye bye. Be free with me.